Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. « 1524 ». Ça fait des mois que la tension monte. Il y a deux géants qui s'affrontent à distance par écrit interposé. D'un côté, Martin Luther, ce moine qui, 7 ans plus tôt, était en train de placarder sur les portes de l'église du château de Wittenberg ses fameuses 95 thèses. Des thèses contre les indulgences, les abus du clergé, de la papauté, etc. C'était le début d'un séisme qui allait changer complètement tous les équilibres en Europe. C'est la réforme avec tout ce que ça entraîne. Et puis de l'autre, ce grand esprit, ce prince des humanistes qui jusque-là a su naviguer entre les tempêtes religieuses sans jamais s'y laisser engloutir, j'ai nommé Érasme, évidemment. Alors, certains accusent Érasme de mollesse, d'autres d'opportunisme. Et pourtant, derrière la prudence qu'il affiche, se cache une conviction profonde, c'est que la vérité ne peut être dictée ni par la violence, ni par l'intransigeance. Cette fois, impossible d'éviter l'affrontement. En cette année 1524, il publie son De Libero Arbitrio. De Libero Arbitrio, c'est un plaidoyer, comme son nom l'indique, pour le libre arbitre. Et ça contredit la doctrine luthérienne de la prédestination. Et la réponse de Luther est cinglante. De servo arbitrio, le serf arbitre. Autant vous dire que Luther n'y est pas allé, lui, par 4 chemins. Affrontement qui est beaucoup plus qu'un débat théologique, parce que vous allez dire, oh là là, on entre dans des circonvolutions de la pensée. Non. Ce sont en vérité deux visions du monde qui se font face. Pour Luther, l'homme a été corrompu par le péché originel et il ne peut rien sans la grâce divine. Si vous voulez, son salut est déterminé d'avance, ou pas, bien sûr. Érasme défend une idée plus souple, l'idée que l'homme, grâce à sa raison, conserve quand même une part de liberté dans les choix moraux qu'il opère. Et ce débat sur le libre arbitre ne concerne pas évidemment seulement la foi. Ça pose les bases d'un rapport nouveau entre l'homme et le pouvoir, entre la conscience et l'autorité. Mais cette dispute, elle ne se joue pas seulement dans l'abstrait, puisque en attaquant Luther, Érasme s'est mis dans une position dangereuse. Et même, il va s'y enfoncer dans cette position. Depuis des années, il est perçu comme la grande figure intellectuelle, respectée des princes, des érudits, qu'ils soient catholiques ou protestants d'ailleurs. L'Europe lui doit la redécouverte d'un certain nombre de grands textes antiques. Sa réforme des études bibliques est largement liée à Érasme. Il y a aussi eu les critiques d'Érasme contre un certain nombre d'abus du clergé, bien sûr. Homme prestigieux s'il en fut. Mais maintenant, on lui demande de choisir son camp. Les catholiques se disent que peut-être qu'Érasme pourrait condamner la réforme et soutenir Rome sans ambiguïté. Quant aux protestants, évidemment, ils se disent que c'est un allié très important. Seulement, Érasme refuse de trancher. Et ce refus dans un conflit qui est en train de se radicaliser, ça le met dans une position très difficile. Il y a des esprits nuancés, subtils, extraordinairement attachés à certaines vérités qui ont du mal à vivre dans des époques où tout devient caricatural. Voilà ce qui se passe avec Érasme, qui en a assez de la radicalité de Luther, mais qui en même temps rejette l'immobilisme de l'Église romaine. Ce refus de s'engager va le condamner à bien de la solitude. Il va devenir l'homme des compromis impossibles. Il est tiraillé, Érasme, entre des forces qu'il n'arrive pas à concilier. Franck Ferrand sur Radio Classique. Peut-être que je vous en dise un peu plus de lui. Il était né à Rotterdam en 1469. Desiderius Erasmus. Il a grandi dans un monde en pleine mutation. Il faut vous dire, c'est très important, qu'il était le fils illégitime d'un prêtre avec une bourgeoise et qu'il a commencé ses études, certes dans une des plus célèbres écoles de Hollande, mais une école très morose, le collège des frères de la vie commune de Deventer, où il s'est initié à tous les grands savoirs de l'époque, la logique, la dialectique, l'étude de la Bible, bien sûr. Et puis vers la fin de ses études, grâce à la présence de quelques érudits d'esprit plus ouverts, et il faut citer là un certain nombre de personnes, notamment Aegius von Eck, qui va jouer un rôle très important, il s'est initié
à quelque chose qui doit ressembler à de l'humanisme. Oh, c'était encore un peu timide, hein. Le collège a une grande influence sur les qualités humanistes qui seront celles d'Erasme, même si plus tard on l'a vu exprimer des réserves envers cet établissement qu'il jugeait barbare. Il considérait que les manuels sur lesquels il travaillait, les manuels médiévaux, avaient été inadaptés. Et lorsque ses 2 parents vont mourir d'une peste, comme il y en avait tellement à l'époque il n'a même pas 15 ans, Erasme est envoyé dans une autre école qu'il va dénoncer comme destinée à plier les jeunes à la discipline monastique. Et alors là, c'est vraiment une condamnation de sa part. Il en garde un très mauvais souvenir. Erasme, de toute façon, a découvert l'essentiel. Il a compris que le savoir, c'était le pouvoir. Et déjà, il est habité par cette espèce d'idée qui va devenir peu à peu une idée fixe, fuir l'ignorance, l'obscurantisme, etc., couler dans l'étude. Il va prononcer ses vœux, c'est vrai, mais il considère que c'est un carcan, que ça l'étouffe. Et dans la bibliothèque du monastère, il va trouver un vrai refuge, celui des auteurs antiques. Il va travailler dans ces textes qui vont nourrir sa pensée critique. Et grâce à sa réputation de très brillant latiniste, car Erasme parle et écrit le latin comme aurait pu le faire Cicéron, il va réussir à sortir de ce monastère dont il n'avait pas pu supporter l'atmosphère. En tout cas, il le supportait parce qu'il y avait, c'est vrai, le calme dans le scriptorium et dans la bibliothèque. Mais il devient à ce moment-là le secrétaire d'Henri de Berg, qui est évêque de Cambrai. Il va séjourner avec lui à Bruxelles. Il obtient la permission d'aller étudier à l'université de Paris. Il s'ouvre, la capitale du royaume de France à l'époque. Vous savez, hein, c'est vraiment le cœur de toutes les grandes études scolastiques. C'est un peu la synthèse de la pensée scientifique grecque revue par la remise à jour d'Aristote à travers saint Thomas d'Aquin et la théologie chrétienne des pères de l'Église. Bien sûr, il y a encore beaucoup d'augustinisme dans tout ça. Bref, il subit aussi à Paris l'influence de la Renaissance italienne. Il va se lier notamment d'amitié avec Faust Andrelin, vous savez, ou encore avec Robert Gaguin, qui est le dispensateur des nouvelles lumières humanistes, si je puis dire, et qui l'apprécie beaucoup. Et c'est là, à Paris, qu'il va littéralement s'éveiller. C'est un peu comme, vous savez, le bouton d'une fleur qui promet beaucoup et qui d'un seul coup commence à s'épanouir. C'est l'humanisme qui s'épanouit à travers lui, à travers donc ces auteurs antiques qui reprennent de l'actualité. Il comprend que le savoir, ce savoir tellement important pour acquérir un vrai pouvoir, le savoir doit être débarrassé des vieux dogmes médiévaux. Mais ce qui ne veut pas dire que pour autant il aille s'enfermer dans une nouvelle école de pensée. Non, son ambition à lui est plus vaste, elle est plus libre. Il veut voyager, il veut apprendre partout où le savoir brille. Vous écoutez Radio Classique. Erasme est donc dans une espèce de vie de voyageur, de vie nomade maintenant. Il s'est débarrassé de son habit monastique, il en a pour l'occasion obtenu une dispense officielle, une dispense papale, et le voilà à Londres, à Louvain, à Bâle, à Turin, à travers toute l'Europe, où il fréquente les grandes universités, où il infiltre les cercles lettrés, où il découvre avec un grand bonheur des bibliothèques toujours plus étonnantes. En Angleterre, où il arrive en 1499, il noue des liens avec les grands penseurs de ce début du règne d'Henri VIII, John Colet et bien sûr Thomas More, vous savez. Et c'est Thomas More qui va l'initier à cette pensée néo-platonicienne. Lui est totalement plongé dans les textes antiques, évidemment, Thomas More. Vous connaissez son histoire ensuite avec le roi et les grandes difficultés qui le conduiront à la mort. Ces relations permettent à Erasme de garder une espèce d'indépendance intellectuelle. C'est un homme qui cultive les amitiés stratégiques avec des gens très importants, de grands mécènes, des cardinaux, s'il vous plaît, même des souverains. On sait que Charles Quint, en personne, à qui Erasme dédie l'éducation du prince, on est là en 1516, Charles Quint, qui n'est pas encore Charles Quint d'ailleurs, qui à l'époque n'est encore que roi des Espagnes, respecte Erasme et va le soutenir à plusieurs reprises. Et pourtant, Erasme refuse de devenir un homme de cour.
Ce qui compte pour lui, c'est sa liberté et sa capacité de garder un esprit critique et de pouvoir émettre des critiques sans avoir à subir l'influence de tel ou tel courant. Et bien sûr, c'est ça qui va lui valoir beaucoup d'hostilité et aussi beaucoup d'admiration. C'est ambivalent, cette situation. L'œuvre d'Érasme s'enrichit de ses rencontres. Il écrit sans relâche son éloge de la folie qui est rédigé en 1509 et est un chef-d'œuvre de satire. Derrière son humour féroce, c'est toute la société de son temps qu'il critique. La cupidité des papes, l'arrogance des théologiens, la corruption des princes. Je vous dis juste quelques lignes, si vous voulez, de l'éloge de la folie. Quant aux théologiens, il voudrait peut-être mieux les passer sous silence, car c'est une race étonnamment sourcilleuse et irritable. Il serait bien capable de m'attaquer avec 1000 conclusions formées en escadron, de me forcer à la rétractation et, en cas de refus, de me proclamer hérétique, car ils ont l'habitude de terroriser sur le champ, avec cette foudre, ceux qu'ils n'aiment pas. Mais eux, cependant, sont infiniment satisfaits d'eux-mêmes. Bien mieux, ils s'applaudissent d'être nuit et jour occupés de délicieuses sornettes, au point qu'il ne leur reste plus une minute pour lire, même une fois l'Évangile et les épîtres de Paul. Quant aux souverains pontifes, qui sont les vicaires du Christ, s'ils s'efforçaient d'imiter sa vie, c'est-à-dire sa pauvreté, ses travaux, sa doctrine, sa croix, son mépris de la vie, s'ils prenaient la peine de réfléchir seulement à leur nom de pape, autrement dit de père, ou à leur surnom de très saint, qu'y aurait-il sur terre de plus malheureux? Vous vous rendez compte là, l'incroyable liberté de ton de ce personnage qui a les évangiles chevillés au corps et à l'âme et qui décide de se lancer dans un projet appuyé par la naissance de l'imprimerie, un projet qui devient possible maintenant. C'est une nouvelle édition du Nouveau Testament. Mais oui, puisqu'on a l'imprimerie, on peut divulguer un nouveau savoir. L'humaniste a l'intention d'offrir au peuple chrétien une renaissance des temps apostoliques, des temps bénis du christianisme, par la possibilité de vivre le message des évangiles grâce à une traduction qui serait beaucoup plus épurée, qui serait débarrassée de toutes les scories possibles et imaginables. Le soleil est un bien commun, offert à tout le monde, écrit-il. Il n'en va pas autrement avec la science du Christ. Et pour ça, il faut corriger la Vulgate, cette version latine de la Bible composée de traductions faites à la fin du IVe par Jérôme de Stridon, version qu'Érasme souhaite faire renaître en éliminant toutes les scories qui se sont peu à peu déposées par couches, comme par strates, si on peut dire, pendant toute la période médiévale. Et pour la première fois dans l'histoire du christianisme, il va appliquer aux écrits du Nouveau Testament des règles qui valent pour l'ensemble des textes littéraires. Mais en se faisant, vous imaginez bien qu'il déclenche un véritable séisme. Toucher à la Vulgate, c'est tout simplement ébranler une tradition chrétienne qui reposait sur des siècles et des siècles de tradition. Son Nouveau Testament va être un succès d'édition complètement extraordinaire, enfin à la mesure de l'époque, bien sûr. Ça va lui assurer une gloire qu'on peut qualifier d'éternelle, mais ça va surtout déchirer le paysage religieux européen. Nombreux sont ceux qui, scandalisés par le fait qu'Érasme ait osé toucher à la Vulgate. Je pense notamment aux docteurs de la faculté de théologie de Paris, bien sûr, mais aussi à ceux de Louvain. Nombreux vont être ceux qui s'acharneront sur Érasme, sur cet humaniste qui a osé tout bousculer. La situation devient vraiment périlleuse au moment où les catholiques les plus zélés font de lui un hérétique. Ils disent même qu'il a été l'inspirateur de Luther, alors que la vérité, c'est que les deux hommes sont à deux doigts à ce moment-là d'entrer en confrontation. Franck Ferrand sur Radio Classique. Quand Luther affiche ses 95 thèses, donc en 1517, Érasme comprend l'ampleur du bouleversement. Lui aussi partage beaucoup de critiques à propos de l'Église, la corruption d'un certain nombre de souverains pontifes, la simonie, l'ignorance d'une partie du clergé. Seulement, il ne veut pas de rupture. Là où Luther appelle à transformer radicalement l'Église, Érasme prône plutôt une réforme. Et c'est une prudence qui lui vaut d'être accusé de faiblesse par les uns, de subversion par les autres. Il va tenter de maintenir une espèce de position médiane qui plaide pour un retour aux évangiles, mais sans abandonner pour autant la tradition.
Mais seulement, c'est plus l'époque. Qu'est-ce que vous voulez ? On n'est plus dans une époque de compromis. Les guerres de religion sont déjà là, à l'horizon. Les esprits sont déjà bien échauffés. La publication par les luthériens de lettres confidentielles comme celle qu'il avait envoyée à Frédéric de Saxe pour l'encourager à ne pas livrer Luther à Rome dans le but de le compromettre, pour l'obliger à prendre ouvertement parti pour la réforme. Tout ça a beaucoup heurté et choqué Erasme, bien sûr. Il se plaint longtemps du zèle importun de certains amis qui lui fait plus de tort que la haine de ses ennemis. Oui, on le sait, ça, gardez-moi de mes amis, n'est-ce pas ? Du côté catholique, on presse Erasme d'attaquer les écrits de Luther, mais quand le nonce apostolique envoyé par Rome, son ancien ami Jérôme Aléandre, qui a pour mission de promulguer dans l'Empire la bulle que le pape a lancée contre Luther et ses partisans, quand ce nonce va lui proposer d'écrire contre Luther en échange carrément d'un évêché, Erasme ne veut même pas en entendre parler, il refuse bien sûr. Il suit ces débats, il dit « Je ne comprends pas que le pape confie une telle tâche à de tels hommes. Aléandre est un vrai démon. C'est un homme mauvais et stupide. Il est fait pour ce genre de tragédie. » Ah, quelle intelligence finalement dans un siècle qui ne veut plus de l'intelligence. Erasme est mis en demeure de prendre parti en faveur des catholiques, bien sûr, mais à Zurich, où on est déjà protestant, en 1523, la plus féroce attaque jamais dirigée contre lui est écrite par un certain Hutten, qui est lui aussi un de ses anciens amis pourtant, et qui va dénoncer la lâcheté de l'humaniste qui, par peur de s'exposer, renierait ses convictions et flatterait servilement le pape et les princes de l'Église. Erasme répond à Hutten il dit de lui que, non content de violer leur amitié, il a voulu l'égorger de sa plume aussi sûrement qu'il l'aurait fait d'une épée. C'est une lettre très mordante. C'est quand même la grande arme d'Erasme. Hutten est ravagé par les combats et la débauche. Il va mourir avant d'avoir pu lire la réponse qu'Erasme lui a faite. Mais cette réponse, elle va surtout valoir à notre humaniste énormément de critiques, dont les reproches de Luther en personne, ce qui va être en quelque sorte un prélude à la guerre. En 1524... probablement en réponse à ces fameux reproches, et aussi pour consacrer son souci de rester dans l'Église catholique, Erasme va publier son traité du libre arbitre, ce dont je vous parlais tout à l'heure, et Luther lui répond de la manière que vous savez. Et en vérité, ces deux opinions ne sont pas si éloignées si on les regarde bien, car pour Erasme, la volonté ne peut pas ignorer la piété et la foi. On est très proches. Ils ont des opinions qui sont extrêmement contiguës, même si la façon de les défendre est, elle, très différente. Il n'empêche que c'est fini. La rupture entre les deux hommes est consommée. Voilà, nous dit Gaspard le Marinier, qui a préparé cette belle évocation d'Erasme. Voilà ce que la réforme devait réserver à Erasme, un pénible dilemme, un cruel déchirement entre deux partis extrêmes qui le réclament également, oubliant qu'il n'est pas homme à prendre parti. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, dans les dernières années de sa vie, Erasme va assister à cette radicalisation. Il n'y peut rien. Qu'est-ce que vous voulez ? L'Europe est en train de se diviser entre ces deux camps irréconciliables. Lui, ce libéral qui prônait la tolérance, le dialogue, qui reprochait à ceux qui se réclamaient du pur évangile d'être pareils à des possédés, voit son rêve d'une chrétienté unifiée, ce rêve-là s'effondrer. Il y en a d'autres qui verront ce rêve s'effondrer. On pourrait parler de Brissonnet, on pourrait parler presque même de l'empereur Charles Quint lui-même. Bref, Erasme se retire à Bâle en 1535, il y mourra l'année suivante, en 1536. Le prince des humanistes laisse derrière lui un sentiment d'échec. Son idéal de réforme pacifique n'a pas réussi à s'imposer dans les passions du XVIe siècle. Il laisse quand même une œuvre qui est immense parce que nul plus que lui n'a apporté à l'humanisme de son temps, n'a légué à ses contemporains de si grandes choses. Chez les Grecs, Aristote et Ptolémée, chez les Latins, Caton, Cicéron, on pourrait citer Quinte-Curce aussi, et puis Tite-Live bien sûr, et Pline l'Ancien, et Sénèque et d'autres. Mais Erasme, c'est pas
pour l'Antiquité qu'Érasme a cultivé, l'Antiquité dont il répand les trésors retrouvés. Non, c'est pour les siens, c'est pour son temps, c'est même d'une façon plus générale pour l'éternité. Son humanisme, il est philologique pour être mieux théologique en quelque sorte. L'essentiel pour lui, c'est la piété dans la foi au Christ. Les études doivent concourir à une espèce de philosophie de la vie transformée par l'Évangile. Je le cite. Le monde, il fait dire ça à un de ses personnages, le monde s'imagine que tous les vrais chrétiens sont dans les larmes, mais en réalité, ils goûtent un plaisir délicieux, tandis que ceux qui se distinguèrent dans l'art des voluptés raffinées n'ont mené qu'une existence triste et misérable. Ceux-là se trompent grossièrement qui, sans savoir ce qu'ils disent, affirment que le Christ était naturellement triste et mélancolique et nous a invités à une vie sans charme. Au contraire, lui seul nous a enseigné une règle qui, de toutes, est la plus douce, une vie toute remplie de la véritable volupté. Comme le disait John Colet dès 1516, le nom d'Érasme ne périra jamais. Vous écoutez Radio Classique.